Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube et dans ce nouveau format qu'on a trop hâte de tester. Ce nouveau format, il s'appelle Entre les lignes parce qu'on va venir interviewer des auteurs et des autrices avec qui on a collaboré pour parler de leurs livres sur notre podcast. Et le but de cette interview, c'est de creuser un peu plus en profondeur avec les auteurs qu'on a rencontrés, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, notre premier cobaye pour ce nouveau format, c'est Mathieu Lemaître, qui nous avait envoyé les 2 premiers tomes de sa trilogie, la trilogie du Dôme, qui s'appelle Résilience et Résistance. Et puis Mathieu, c'est un peu notre cobaye. C'est le tout premier auteur avec qui on a travaillé et du coup on teste un peu toutes nos idées de contenu avec lui. Mais on l'adore et ça rentre vraiment dans notre démarche de vouloir mettre en avant des auteurs et des autrices qui débutent leur carrière finalement et de pouvoir un peu les interviewer, en savoir un peu plus sur eux mais aussi sur leur processus d'écriture, etc. Donc on va creuser tout ça aujourd'hui. Salut! Hello Mathieu! Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Merci d'être avec nous. C'est parti pour ce premier format d'interview qu'on a appelé Entre les lignes, parce que du coup on va un petit peu creuser ton expérience d'auteur, etc. On va commencer par un petit icebreaker, un petit jeu pour démarrer tranquille, briser la glace. Ce qu'on te propose, c'est de faire un petit this or that. Je sais pas si tu as écouté notre premier épisode de podcast. Ah. Alors non, j'ai écouté les podcasts, mais pas le premier. C'est pas grave, mais on avait fait un petit jeu, Léa et moi, où on se posait des questions. Est-ce que tu préfères les romances ou les romans policiers, les livres longs, les livres courts? Enfin, c'est un choix un petit dilemme entre deux choses, quoi. Ok. Et du coup, on a des mini-questions comme ça à te poser pour commencer. Et surtout pour préciser, c'est des questions qui sont un peu orientées autour de toi par rapport à ce qu'on a pu voir sur tes réseaux, etc. Donc pour les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est déjà une première façon de te connaître finalement. Donc le premier choix, c'est lecture ou écriture? Écriture, la lecture me sert surtout à trouver de quoi écrire. Ok. La deuxième question, c'est plus par rapport à ton métier principal, on va dire. Et c'est une question très importante pour nous. Est-ce que tu préfères les chiens ou les chats? Chat maintenant. J'étais plus chien quand j'étais petit, mais maintenant je suis un homme à chat. Ok. T'as des chats? Oui, j'en ai une que j'ai récupérée d'un abandon à la clinique. Ok. Trop bien. Faut savoir que toi t'es plus team chien. Léa elle est team chien et moi je suis carrément team chat. Du coup là on était un peu en duel. Désolé. C'est pas grave. La prochaine question, je pense que ça va être peut-être un peu dur de choisir pour toi. Résilience ou résistance? Résistance. Ok. Est-ce que tu as un argument principal? Oui, parce que je le trouve meilleur. Il est plus abouti par rapport au premier, parce que le premier, il y a des... Comment dire? C'est le premier, donc il y a des choses où quand on le termine, on se dit, en écrivant le deuxième, j'aurais peut-être pu faire mieux sur le premier en écrivant ça. Et du coup, c'est des choses que j'ai corrigées pour le deuxième, donc le deuxième, sans hésitation. Ok. Alors la prochaine, pareil, ça va peut-être être un peu compliqué. Vétérinaire ou écrivain? Vétérinaire parce que j'adore le travail en équipe, j'adore mon équipe, j'adore les animaux. Je pense que je pourrais me passer avec grande difficulté de l'écriture en compensant, en lisant un peu, etc. Mais là, le métier de veto, pas possible pour l'instant. Donc peut-être que ça changera, mais non, veto. Ok. Wow. C'est vrai qu'écrivain, c'est plus solitaire. Donc si t'aimes le travail en équipe, effectivement. Bon, ensuite, c'est une question totalement arbitraire, mais Lyon ou Strasbourg? Lyon. Ouais, non. C'était sûr. Est-ce que t'es déjà venu à Strasbourg ou jamais? Jamais, mais... tu pourrais changer d'avis si tu viens. Peut-être, je reste ouvert. Ok. Ensuite, ça c'est plus par rapport aux différents mondes que tu peux côtoyer entre les livres que t'as écrits et tes passions, parce qu'on a cru voir sur tes réseaux sociaux que tu faisais de l'alpinisme, je crois, ou en tout cas des randonnées en montagne, tout ça.
Donc plutôt désert aride ou glacier polaire? Glacier polaire. Ok. Glacier polaire, je l'ai vécu récemment du coup quand je suis parti en Arctique l'année dernière et là je repars au Maroc faire une partie de l'ascension de l'Atlas dans 3-4 semaines et je pense que même si des fois il y a des décors qui peuvent se ressembler, je préfère être dans le froid à -15 qu'à 40 au soleil. Ok, en vrai je comprends. Voilà. Ok, bah maintenant on va passer à la partie où on va un peu plus parler de toi, de ce que tu fais en dehors du métier d'écrivain ou même un petit peu ton expérience là-dedans. Et du coup, on va commencer par deux questions sur un peu ton rapport à la lecture plutôt dans l'enfance ou avant, un peu ta relation avec la lecture, quoi. Vas-y, je te laisse poser la question. Notre première question, c'est est-ce que tu lisais déjà ou est-ce que ça t'est venu plus tard? Alors, moi, la passion que j'ai eue quand j'étais tout petit, c'était les rédactions. En fait, j'adorais, je pense que c'est un peu ça qui est resté, j'adorais quand on avait des instituts ou même au collège, ou quand on avait une rédaction, un thème, fallait inventer un truc. Moi, j'ai toujours adoré ça, et en fait, je pense que c'est peut-être l'écriture de scénario, au final, que j'adore et que j'arrivais pas à poser le mot quand j'étais petit. Après, sur la lecture, moi, j'ai lu quand même le premier livre, on va appeler ça à peu près de la science-fiction, parce que voilà, c'est pas vraiment ça, mais c'est Les fourmis de Bernard Werber. Je pense que c'est un des premiers livres qui m'a marqué en se disant c'est une fiction, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, mais il y a un scénario dedans avec un petit monde incroyable autour, quoi. C'est un peu un pré-Arthur et les Minimoys comme livre, et ça j'avais vraiment adoré, ça m'a vraiment marqué. Après je pense que comme tout le monde, de toute façon les Harry Potter, on n'y a pas coupé, quoi. On les a tous eus et c'était un peu l'aventure avec les enfants qui deviennent adolescents, qui deviennent adultes, toute la construction. Bon, en plus ça arrivait... moi, j'avais 6-7 ans quand le premier est sorti. Et en fait, j'ai grandi en fait, avec jusqu'à l'âge adulte, quoi. Donc, ça m'a vraiment marqué. Après, je dévorais pas des livres quand j'étais petit en quantité parce que j'ai toujours fait 1 million de trucs en même temps. Donc, entre le sport, les copains, etc., tout ça, il y avait un petit peu de tout. Par contre, j'ai toujours adoré tous les films de fiction. Okay. Je pense que ça m'inspire peut-être même plus que les lectures parce que je suis très visuel, même dans ma manière d'écrire quand j'écris les scènes, et je pense que c'est plus le cinéma qui m'a inspiré. Ok. Et est-ce que tu dirais que du coup c'est cet auteur-là dont tu viens de nous parler qui t'a particulièrement marqué, ou est-ce qu'il y a un autre auteur ou une autre autrice que t'as bien aimé, quoi? Alors, pour écrire la trilogie, de manière générale, même quelque chose qui t'a marqué quand t'étais plus jeune ou même là plus récemment, bah du coup t'as déjà un petit peu embrayé sur la question toi-même, ou même si des films t'ont inspiré pour écrire des livres. Le livre qui m'a le plus inspiré il y a quelques années quand je l'ai relu, il est ressorti en France, mais c'était la première fois que c'était fait, c'est Destination Outre-Terre de Robert Heinlein. C'est un adolescent en fait qui, un petit peu pour passer à l'âge d'homme, donc c'est toujours un peu ces choses où on part en étant jeune et on a des choix qui vont nous construire et qui vont faire qui on est, qui doit partir sur une autre planète pendant un temps qui est censé être défini, qui y va et qui reste bloqué et qui doit construire une société avec les survivants, etc. Donc on retrouve un peu les thématiques de rencontrer des gens, construire des liens, essayer de faire en sorte que le groupe survive, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est beaucoup plus SF, planète, etc. que ce que moi j'ai écrit. Ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Après, je pense qu'effectivement, c'est plus des scènes de cinéma qui ont tendance à me marquer, ou des musiques de cinéma où je suis fan d'Hans Zimmer. Je suis allé voir les parties orchestrales et tout en concert. Et je pense que c'est plutôt ça qui m'inspire vraiment, où en fait, quand il y a des musiques qui passent, je vois des scènes et derrière les scènes, j'ai envie de les écrire. Ok. Donc voilà, un petit peu de musique, beaucoup de cinéma et de la lecture. Ok, c'est un bon mix. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est un bon mélange. Maintenant, on va parler un peu plus de ton métier actuel, du coup, en parallèle d'être auteur, et qu'est-ce qui t'a amené justement à le devenir. Et du coup, on n'était plus sûr de combien de temps ça faisait. Depuis quand t'es vétérinaire, en fait? Je l'exerce depuis 2019. Ok. C'est quoi qui te plaît le plus à propos de ce métier, à part du coup peut-être le travail en équipe? Alors moi, du coup, je fais que des urgences et du soin intensif. Donc, ce que j'aime le plus, c'est le côté adrénaline.
Ouais. Le fait d'arriver, ouvrir la clinique et pas savoir ce qui va tomber. En fait, on ne sait jamais si on va avoir une petite soirée, s'il va y avoir un raz-de-marée d'urgence, si on va faire plus de l'imagerie avec des échographies ou partir au bloc pour des chirurgies ou stabiliser des convulsifs, ce genre de choses. Donc, en fait, à chaque fois qu'on ouvre, on ne sait pas ce sur quoi on va tomber. Donc, c'est un peu une surprise tous les jours. Et en fait, le temps passe quand même très vite quand tous les jours, c'est une surprise. Donc, je pense qu'il y a... Ouais, c'est le travail en équipe et le fait d'avoir tout qui est possible au moment où ça travaille la nuit, quoi. Ok. C'est assez drôle parce que je me rappelle que quand on avait enregistré l'épisode sur résilience, et on l'avait laissé dedans d'ailleurs, on l'avait pas coupé au montage, mais on disait justement que un des trucs qu'on avait vraiment remarqué, c'est que les actions elles s'enchaînent non-stop et tes personnages ne sont jamais en sécurité en fait. Ils quittent un endroit dangereux, il y a de nouveau une merde qui leur arrive, enfin vraiment ils sont surmenés de tous les côtés donc. Peut-être que ça vient de mon côté un petit peu besoin d'action, pas savoir ce qui va se passer. Ouais, c'est possible. Non mais c'est marrant le parallèle, c'est cool. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir auteur finalement dans tout ça ? Moi, quand j'ai commencé à travailler, je pense qu'il y a la structure de mon boulot qui m'a laissé du temps libre pour penser à des choses. En fait, vu que je faisais des nuits de 12 heures, en fait, ça fait que des fois, on va travailler 4 ou 5 nuits d'affilée, et après, on a 5-6 jours de repos. Et vu que j'ai tendance à être un petit peu hyperactif, 5-6 jours de repos sans rien faire, je ne veux pas faire. Donc, j'ai commencé à... Vu que j'ai toujours aimé un petit peu les scénarios, je regardais des films, je lisais des livres, et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, en fait, j'ai envie d'écrire un truc. Je sais plus si on en avait parlé sur la dernière interview, mais en fait, il y a eu ça a démarré avec une interview politique où il y avait... en gros, quelqu'un qui était parti écolo, qui dit, la question c'était est-ce que c'est pas possible qu'il y ait des gens qui continuent avec le changement climatique à vivre quand même comme avant? Et en fait, la personne en face disait, mais de toute façon, on n'aura pas le choix. Moi, la réponse que je me suis dit dans ma tête tout de suite, c'est en fait, moi, j'y crois pas. Il y a toujours des gens qui vont vouloir vivre comme avant, indépendamment de l'évolution du monde, quitte à se mettre dans une bulle. Et en fait, l'idée de la trilogie du Dôme, elle est partie de là. Il y a eu un petit côté révélation. Je suis allé acheter un carnet, j'ai commencé à écrire, graffer des trucs, faire des dessins et me dire, ok, c'est comme ça que ça va se passer. Et en fait, ça s'est enchaîné assez vite parce que j'ai commencé à tout construire. Je pense qu'une à 2 semaines après, j'étais déjà toute la journée en train d'écrire sur le carnet. Et après, j'ai pris un petit 6 mois pour préparer l'histoire. Et après, j'ai commencé à écrire. Ok, c'est fou. Ouais, franchement, ouais, une belle... T'as vraiment eu une révélation, quoi. C'est ça. Ouais. Ok, c'est intéressant. Une autre question un peu qui fait le lien entre ton métier principal et ton métier d'auteur, c'est est-ce que ça t'arrive de ressentir une sorte de syndrome de l'imposteur, étant donné que auteur n'est pas ton métier principal? Est-ce que tu t'es déjà dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire c'est pas mon métier, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, j'ai une technique pour éviter le syndrome de l'imposteur là-dessus, mais parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très présent aussi dans le milieu veto, parce que quand on démarre, on ne se sent jamais légitime de soigner, parce qu'on se dit, j'ai pas soigné assez d'animaux pour savoir bien soigner. Okay. Sauf qu'en fait, il y a bien un moment où il faut démarrer, quoi. Et c'est quelque chose qui est très, très présent dans notre profession, et moi, je sais que j'accompagne maintenant des vétos qui sont plus jeunes pour les aider là-dessus, pour qu'ils ou elles se sentent bien dans leur boulot. Et en fait, moi, j'ai une technique là-dessus, c'est de me dire, en fait, quand tu vas démarrer, tu vas être nul. C'est pas grave, en fait tout le monde est nul en démarrant, ça n'existe pas des champions du monde au premier jour en tentative, donc je me suis dit accepte au début que t'es pas bon mais que tu vas apprendre et que ça va prendre du temps, et en fait en se disant tu pars de très loin, ça va mettre du temps mais continue à travailler pour que ça marche, je me suis dit je vais faire 1 version, 2 versions de livre, 3 versions et puis il y a un jour où en fait ce sera bien, à la fin je crois que j'en ai fait 18 ou 19 pour le premier. Wow, okay. Et en fait il y a un moment où je me suis dit c'est bon là maintenant tu sais écrire, c'est pas parfait mais tu sais écrire donc il faut le sortir. Et du coup finalement je l'ai assez bien vécu, j'ai pas eu trop de doutes, je me suis juste dit tu sais que c'est pas suffisant mais tu vas continuer à bosser, ça va le faire. Franchement c'est une bonne manière d'appréhender la chose je pense. Et du coup, dans ton... Moi, ça m'a aidé. Dans ton ordi, du coup, t'avais genre résilience V1, V2, V3, V4. Ouais. Alors moi, j'avais pris la technique, j'avais vu une interview de Bernard Werber. Lui, il faisait en gros, il prenait des lettres de l'alphabet, des chiffres, donc il faisait A, B, C, D, etc. Et quand il y avait des toutes petites modifications, on passait de A1 à A2, à A3, à A4, et quand on changeait quelque chose, par exemple des structures de chapitres, une organisation importante, on passait au B. Okay. Et du coup, je suis allé jusqu'à F,
quelque chose. Wow, donc j'ai continué. En fait, à chaque fois, je me disais, bon, faut changer, Mais donc, il y a tout ça dans tous mes dossiers, là, c'est rangé. Wow. Ok, pas mal la technique en tout cas, on retient. C'est sympa. Et du coup, est-ce que tu as déjà douté sur le fait de te lancer avant de te dire vraiment là j'y vais? Est-ce que tu as eu des doutes sur est-ce que là vraiment je publie mon livre quoi? Je pense qu'on a toujours un doute avant de se lancer dans on va dire la publication officielle. Parce qu'avant c'était un peu un rapport entre soi et soi-même. C'est comme travailler son piano chez soi. Tant qu'on n'est que chez soi avec un casque, on peut être à l'aise et des fois c'est un peu moins bien, mais c'est un peu comme faire un premier concert où ça fait 1 an que je fais des cours de chant, j'en ai parlé à personne et je fais une scène. Donc il y a un côté un peu mise à nu qu'il faut accepter. Ça pour le coup, j'avais eu un petit coup de pression. Je pense que je l'ai eu la veille de la sortie. Ah ouais. Où, la sortie c'était à minuit pile et je me rappelle à 23h je me suis dit si c'est une merde que t'as sorti si les gens ils vont te dire mais j'ai lu un truc c'est naze c'est publié, c'est en vente donc tout le monde peut te dire que c'est nul. Donc là j'ai eu un petit coup comme ça et après l'autre fois où j'avais eu avant c'était à force de faire des versions. Je me suis rendu compte que je pourrais en faire 20, 25, 30 et que ce serait jamais assez bien. Et je m'étais fixé une deadline dans le temps. Okay, je veux dire, tu vas bosser et à un moment, en fait, il faut le sortir parce que le but, c'est pas qu'il reste dans un placard pendant 40 ans. Et le jour où je me suis dit, c'était ta dernière version, où j'ai fermé l'ordi, je me suis quand même dit, c'est pas la dernière. Si c'est la dernière, et j'ai un peu hésité. Mais après, il faut se forcer un peu, quoi. Tant pis, il faut se forcer et puis voilà. Ok. Mais franchement, là c'est une question qui n'est pas dans nos notes, mais ça m'est venu comme ça. Mais j'ai l'impression que tu as quand même majoritairement des bons retours sur les 2 premiers tomes. Donc au final, c'est que t'as vraiment bien bossé ton truc, quoi. Donc, Ouais, alors en fait, j'ai eu, pour le coup, vu que je savais pas à quoi m'attendre parce que c'est le premier bouquin, je m'étais dit, bon, si t'as une personne sur 2 qui aime, c'est déjà pas mal. Et en fait, je me suis rendu compte rapidement que c'était vraiment beaucoup plus. Enfin, je crois que vu que j'avais envoyé des livres à des chroniqueurs, etc., pour avoir aussi des avis objectifs, moi j'ai toujours dit, j'en ai plusieurs qui m'ont dit, est-ce que si le livre j'aime pas, tu veux quand même que j'en parle, tout ça? Moi, j'ai dit, vous faites. Voilà, j'ai lancé mon travail. Vous faites vos chroniques et si je me prends une tôle, je me prends une tôle. Voilà. Et en fait, globalement, j'ai eu à peu près 95% de bons retours, donc c'était inespéré, quoi. Et surtout, ce que j'ai eu qui était vraiment bien, c'est qu'en fait, la quasi-totalité des gens qui ont lu le 1 ont voulu enchaîner avec le 2 tout de suite. Dès qu'ils ont terminé la fin, ils ont dit en fait, avec la fin, là, je suis obligé de lire le 2. Et du coup, en fait, j'étais assez content de ça parce que les retours que j'ai aussi maintenant, c'est que le 2 est plus abouti encore que le 1. Oui, donc les gens là qui terminent le 2 me disent en fait, ça valait vraiment le coup de lire le 2 quand on a lu le 1. Ouais, clairement. C'est un petit peu inespéré, mais du coup, je suis content, j'ai mon petit nuage là depuis quelques mois. Ouais, trop bien. Mais franchement, on va pas spoiler maintenant, mais là, attendre 1 an ou je sais pas combien de temps jusqu'au tome 3, ça va être très loin. Pour le coup, je pense que ça va être Non, franchement, en tout cas, nous, on a vraiment hâte du tome 3 parce que là, comment ça s'est terminé. Oui, et puis surtout, moi je suis vraiment d'accord sur ce truc de... en fait, tu regrettes vraiment pas d'avoir lu le tome 2 parce que... moi, il est vraiment allé au-dessus de mes espérances par rapport au tome 1 et j'étais en mode, ok, là on parle. Du coup, c'était cool. Ensuite, on t'avait déjà dans le podcast posé une question par rapport à l'édition, vu que du coup, tu t'es auto-édité, enfin, tu es un auteur auto-édité. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Est-ce que avant, j'imagine, t'as peut-être essayé de chercher une maison d'édition d'abord avant de te lancer dans le projet tout seul. Qu'est-ce que c'était tes démarches et comment? Enfin, tu nous as déjà dit un peu que c'était très compliqué et que du coup tu t'es auto-édité, mais voilà, c'était quoi tes démarches? Est-ce que tu avais eu des réponses ou vraiment pas du tout? Enfin, comment ça s'est passé? Ouais, alors j'ai eu, en gros, moi au début, l'auto-édition, c'était pas forcément un projet en soi. En fait, je voulais écrire un livre. Le truc, c'était ça, je veux écrire une histoire, qu'il y ait des gens qui la lisent, qui aiment et que ça fasse ressentir des choses aux autres et que tout le monde soit content, quoi.
Donc, du coup, j'avais demandé à une professionnelle qui travaille dans l'accompagnement pour l'auto-édition, mais à la base, parce qu'elle faisait de la relecture éditoriale et qu'en fait, c'était pour travailler l'histoire, pour que le manuscrit soit bon. Donc, moi, en fait, je faisais mes versions, j'écrivais tout. Je lui envoyais, des fois, elle me disait, ça, c'est bien, mais par exemple, ce personnage-là, je trouve qu'il évolue un peu trop vite. Ou là, attention, parce que tu as un personnage qui est un peu trop binaire, tout ça, et ça me permettait de retravailler, justement, dans les 19 versions. En fait, au début, j'ai fait un peu de truc classique. J'ai envoyé des manuscrits à des maisons d'édition. J'ai envoyé tout ce qui, pour moi, pouvait correspondre en termes de ligne éditoriale, etc. J'ai eu plusieurs réponses. Des fois, il y a des mails tout faits. Donc, en fait, on ne sait pas trop. C'est bonjour, votre livre était très bien. Malheureusement, merci cordialement. Donc, en fait, là, j'ai pas trop de sur ces choses-là. J'ai juste considéré que c'était pas accepté, mais sans avoir de retour vraiment. Après, j'ai eu plusieurs contacts après la postulation à des maisons d'édition. Il y en a eu où c'était trop young adulte pour nous. Donc, des gens qui publiaient que de la SF adulte, et donc en fait, les protagonistes ne doivent pas être des héros adolescents, on veut des adultes déjà formés, qu'ils ne soient pas. Voilà, dans les scénarios, on ne veut pas d'évolution des personnages en termes de maturité. Après, j'ai eu des réponses trop longues. 400 pages, ça ne correspond pas à ce que nous on veut sortir comme livre, on veut des livres courts. Donc du coup, ça, moi je ne vais pas enlever 100 pages. Ça correspondait pas, en fait, ça correspondait pas pour le coup. On passe à la version G. Allez, c'est ça, je coupe en deux et bon, vas-y, on va faire 2 tomes pour le premier. Et non, du coup, après, j'ai été en contact plusieurs fois avec une maison d'édition qui en fait là continue à le lire et m'a dit en gros le livre est hyper bien mais nous on a besoin de travail sur l'oralité, donc la manière qu'ont les personnages de s'exprimer, parce que c'est quelque chose qui dans notre maison d'édition c'est un travail spécifique qu'on fait. Donc du coup j'ai retravaillé une partie comme ça et je lui ai envoyé. Je vais voir ce que ça donne. Et après, là, sur la sortie du tome 2, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté en me disant en gros, on ne comprend pas pourquoi c'est pas passé en maison d'édition. Qui m'ont réorienté vers des personnes qui bossent je peux pas trop en parler encore, dans plusieurs grandes maisons d'édition en disant en fait, envoie tes tomes parce que je pense que c'est passé entre les mailles du filet et que la personne qui l'a reçu a pas. Peut-être pas senti le truc. Donc, je vais voir ce que ça donnera, mais là, de toute façon, je continue à l'écrire. Et puis, si jamais, après, j'ai une équipe éditoriale qui me dit avec qui on peut améliorer le manuscrit et rendre le livre encore meilleur, on en discutera pas. Ouais, carrément. Écoute, on te souhaite en tout cas que ça tombe dans les oreilles d'un plus gros éditeur, peut-être, que tu puisses avoir plus de visibilité. On verra. Trop bien. On va enchaîner avec la suite. Du coup, là, on repasse sur des questions plus jeu, on va dire. On a préparé on va faire avec toi un petit portrait livresque. Alors, c'est l'équivalent d'un portrait, on appelle ça portrait chinois. On ne sait pas trop pourquoi, mais portrait chinois. Mais version livre, quoi. Voilà, si tu vois un petit peu le concept de ce que c'est. Ok, c'est parti. Du coup, si tu étais un ou une autre auteur ou autrice, tu serais qui ? Bernard Werber. Il a fait trop de trucs bien, Ok. Si tu étais un livre ? Résilience. Parce que c'est celui qui me correspond le plus en final dans l'écriture. Donc c'est celui que j'ai fait moi, donc c'est mon petit bébé. Ok, ça se comprend. Si tu étais un genre littéraire ? Je vais dire science-fiction, mais avec un côté politique qui est assez poussé quand même, qui est quelque chose qui est présent dans pas mal de sous-parties de la science-fiction, parce que j'ai vraiment une petite appétence pour tout ce qui est jeu de pouvoir, etc. Dans le milieu de la science-fiction, le 3, ce sera très... ça se développe encore plus dans le 3, mais j'ai vraiment une appétence pour ça. Ok. Alors, on sait que du coup, tu aimes bien écrire des livres longs, donc si tu étais un nombre de pages 350. Ok, c'est très précis, c'est super. Et si tu étais un format de livre, donc là, c'est vraiment grand format ou format de poche, etc. Alors, poche, pour que ça voyage. Ok. Voilà. Et dernière question. Si tu étais un podcast,
Alors, c'est pas un podcast littéraire, et ça va être très mainstream, mais je vais dire les débuts de Légende. Parce que j'ai adoré l'idée qu'ils ont eue de dire on va faire venir des gens de n'importe où, qui ne passeraient pas normalement à la télé, mais juste qui ont des histoires à raconter, et surtout faire des formats d'interview où on a le temps de parler avec les gens. Je trouve que c'est ce qui manque vraiment à... En fait, plein d'émissions, c'est de se dire des fois tout doit être calé en 20 minutes, on te pose des questions, t'as pas 15 secondes de plus. Et en fait, ce qu'ils ont construit à la base, les gens, il y a 2-3 ans, je pense, ça apporte quelque chose dans les émissions, les podcasts, etc., qu'il n'y a pas ailleurs. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que ça marche hyper bien. Ok. Et est-ce qu'il y a déjà eu un vétérinaire sur Légende ? Alors oui, il y a eu un vétérinaire urgentiste qui est passé l'année dernière, alors qu'il ne faisait pas exactement la même chose que ce que moi je fais, mais qui fait domicile chez les gens. Ok. Sinon, donc il passe la nuit. Non, j'allais dire tu pourrais postuler, sinon peut-être. Ouais, je l'ai postulé il y a 15 jours. Ah ouais. On verra si j'ai la réponse. Pour ton livre, pour tes livres du coup ou... Un petit peu tout, alors principalement pour parler aussi de l'opération boîte à livres, etc. et du projet Kia. Ça va grossir pas mal. Et aussi pour parler du côté vétérinaire, parce qu'il y a toujours un côté intéressant à parler d'anecdotes, de choses comme ça. Ouais. Oui, j'imagine que tu dois avoir pas mal d'anecdotes à raconter. Alors maintenant, on va passer sur la partie qui se focus plus sur tes livres, et en particulier ton second livre, parce que du coup, on avait fait un épisode sur le premier, mais pas sur le deuxième. Et ce serait dommage de ne pas en parler, parce que comme dit, on l'a vraiment bien aimé. Et du coup, on en profite juste pour dire, pour les personnes qui regarderont la vidéo, que vu qu'on va parler du second tome, il y a moyen qu'il y ait des spoils par-ci, par-là. Donc je pense que si des gens ne l'ont pas lu et qui comptent le lire, c'est peut-être une partie à éviter pour le moment, pour se prémunir de tout spoil. Ok. On va commencer avec un peu la jeunesse du projet, pour savoir comment tout ça a démarré. Ouais. Parce que du coup, tu nous as raconté comment t'es venue l'idée de Résistance, de la trilogie du Dôme, comment t'as commencé à écrire, mais carrément une trilogie. Comment est-ce que tu t'es... En fait, c'est quand t'as eu l'idée, tu t'es direct dit, ok, ça va tenir dans 3 livres, pas plus, pas moins, c'est parfait. Comment t'as su que ça allait être une trilogie ? Alors, c'est venu assez vite. En fait, l'idée de la trilogie, parce que, initialement, sur les premiers jours, on va dire la première semaine, je me suis dit, c'est un peu fou, je me suis dit, je vais écrire un livre. En fait, j'ai commencé à écrire des personnages, faire un peu de world building, en me disant, je veux tel biotope, tel type de ville, etc. J'ai très très vite, en fait, lu les rapports du GIEC, du coup, alors ça, on en avait peut-être déjà parlé, mais le groupe Intervention Études sur le climat. En fait, je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose de crédible et que ça représente un peu le monde, globalement, dans une centaine d'années après. Et en fait, je me suis dit très rapidement, avec les personnages que je veux créer, tous les arcs narratifs et toutes les phases du monde que j'ai envie de montrer et l'univers que j'ai envie d'explorer, ça passera jamais en 300-400 pages. Mais ça, c'est venu assez rapidement. Et donc, je me suis dit, je veux faire quelque chose d'assez gros, assez complet, où il y a une tension, un attachement, etc. pour les personnages qui va monter centaines de pages après centaines de pages. Je me suis dit, ça passe pas. Du coup, j'avais aussi le côté, en fait, je veux construire un monde qui pose les bases, où la première idée, c'est, dans le premier tome, on a l'impression que la situation qui est catastrophique va être réglée, le problème va être réglé. En fait, quand on arrive dans la situation, on se rend compte que ça pose d'autres problèmes. Donc ça, c'est plus le tome 2. Et après, la dernière partie, c'est de dire finalement, on s'est rendu compte que ce que les personnages vivaient, c'était tout petit par rapport à ce qui se passe dans le monde. Parce que, en fait, justement, le fait de faire de la narration à la première personne, on n'est que dans les yeux et dans la tête des gens, des personnages qu'on a. Et ça permet d'aller préparer, en fait, tout un monde autour qu'ils n'ont jamais vu pour surprendre le lecteur en même temps. Et du coup, je me suis dit, si je veux déployer tout ça, ça ne passera pas en un tome. Donc, il faut en faire 3. Ok, ça se tient. C'est logique. Et du coup, ça, je pense que tu l'as peut-être déjà un petit peu dit avant, mais justement, ce processus de recherche, avant que tu commences vraiment à écrire, ça t'a pris combien de temps à peu près ? 6 mois. J'ai pris 6 mois de préparation. Parce que déjà, en fait, j'ai fait le scénario des 3 tomes avant de commencer à écrire le premier. Okay. Parce que je voulais qu'il y ait une cohérence. Donc, en fait, le scénario, entre guillemets, il est déjà fini depuis plus de 3 ans. Okay. Ça, pour le coup,
c'est quelque chose que je voulais faire avant. Et après, en fait, je voulais avoir des personnages qui étaient quand même assez creusés dans ce qu'ils sont au départ, les choses qu'ils ont vécues et qui sont ce qu'ils sont, et surtout comment ils vont évoluer au fil du livre. Et donc, en fait, j'ai récupéré des articles de psychologie clinique pour réussir à les... En gros, il y a des courbes et des graphiques sur lesquels on place les personnes en fonction de ce qu'ils sont créatifs, analystes, dominants, dominés, etc. Tout ça. Et en fait, du coup, sur la carte, j'ai placé mes personnages en disant pour pas qu'il y ait de redondance, il fallait que chacun ait son propre espace pour se développer et que qu'on puisse chacun avoir une personne à laquelle on s'identifie plus ou moins, qu'on aime plus ou moins, et des types de personnalités qu'on aime ou pas. Et du coup, ça nécessitait quand même d'avoir bien creusé les personnages et de laisser des surprises, entre guillemets, sur comment ils peuvent évoluer derrière. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Hein. J'ai des fiches hyper longues sur les personnages, sur comment ils vont évoluer, comment ils réagissent quand on leur demande de l'aide, ils sont stressés, comment est-ce qu'ils réagissent quand ils sont détendus, comment est-ce qu'ils pensent à long terme, court terme, etc. Donc ça a pris 6 mois en tout. Wow. Ouais, bah c'est vrai que c'était quelque chose que tu nous avais dit dès le début, que tu avais passé vachement de temps à créer le caractère, on va dire, de tes personnages. Ouais. Mais justement, tu parlais d'identification. Moi, ça m'intéresse bien de savoir à quel personnage tu trouves que tu ressembles le plus, parce que bon, j'imagine qu'il y a un peu de toi dans chacun d'eux. Est-ce qu'il y en a un dans lequel tu te retrouves particulièrement ? Je pense Jay, pour les questions qui se posent un peu sur les interrogations qu'il a sur sa place dans le monde. Je pense que moi, c'est quelque chose aussi sur lequel je me pose, où on se dit toujours, est-ce qu'on a la bonne place, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour que le monde soit meilleur demain qu'hier. Et ça, c'est des questions qui se posent tout le livre, et surtout de se dire, ça rejoint presque des fois un peu le syndrome de l'imposteur, hein, mais est-ce que je suis la bonne personne pour faire ce que je fais ? Et c'est un questionnement qu'il a, lui, tout le long, et c'est toujours un peu le... en fait, ils se retrouvent tous complètement débordés par les événements. Ils essayent de survivre au jour le jour. Et en fait, sur le long terme, on se rend compte qu'ils sont en train de devenir d'autres gens et de prendre des rôles qui sont hyper importants. Et la question, c'est est-ce que je suis la bonne personne pour ça ? Donc ça, moi, c'est des choses que je me suis posées dans mon métier, en fait. Donc ça. Et après... peut-être il y a une partie de Mitty aussi qui est des fois un peu cachée, qui des fois transparaît. C'est le côté un peu empathique qu'elle peut avoir, alors des fois sélectif sur certaines personnes, mais qui est quand même présent, où on peut avoir des petits débordements d'émotions pour quelqu'un, soit en positif, soit en négatif. Et donc ça, c'est un petit côté que j'avais peut-être en étant plus jeune, mais que j'avais gardé, quoi. Voilà. Et après, il y a une dernière personne aussi, c'est Sarah, pour le côté un petit peu... mais c'est peut-être... des fois, quand on apprécie énormément des gens, c'est qu'on a une partie d'eux qu'on voudrait bien avoir. Et le côté un petit peu pilier silencieux, de la personne à qui on dit jamais merci, mais qui tient tout le temps, et qui est toujours là un petit peu pour stabiliser la situation, moi, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Ok. Et même pour moi, je trouvais que son personnage était hyper intéressant sur rien que toutes ses connaissances médicales, et qui font que dans un monde comme ça, t'es indispensable, quoi. C'est vachement intéressant. Du coup, on va parler un petit peu de la rédaction, comment et qu'est-ce que ça fait d'écrire un livre. Et on va juste sauter 2 questions parce que tu as répondu dans 2 questions. Tu as pré-shot nos questions carrément. Mais non, là, ce qu'on se demandait surtout, c'était quel type de passage a été le plus difficile ou au contraire le plus plaisant à écrire dans ton processus d'écriture, quoi. Alors, je pense que ce que j'aime le plus écrire, c'est des phases de paysage. De scène. En fait, ils arrivent dans un nouvel endroit, on décrit l'endroit, les sensations, les odeurs, les végétaux, pas les végétaux, le vent, tout ça. Et ça, en fait, des fois, c'est quelque chose que j'adore sur le début des chapitres. Vu que j'aime bien un petit peu écrire des scènes comme un peu, je pense qu'on pourrait les peindre, j'aime bien décrire un petit peu quand un personnage arrive, est-ce qu'il y a une odeur, est-ce qu'il y a un vent qui est frais, est-ce qu'il y a un vent qui est chaud, et ça me plonge un peu dedans. Et j'espère que ça permet aussi au lecteur de se plonger dedans et de se dire, ok, je vois ce qui se passe. Donc ça, c'est ce que j'aime le plus écrire. Ce que j'aime le moins écrire, c'est quand j'écris un personnage qui fait quelque chose que je ne voudrais pas qu'il fasse. C'est un peu schizo comme truc. Hein. Mais en fait, on sait que dans le scénario, ça doit évoluer comme ça parce que je ne suis pas très happy ending, etc. Et je préfère me dire, il faut qu'il y ait des personnages qui évoluent mal. On l'a ressenti, ça, on l'a ressenti. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des personnages qui évoluent mal, il faut qu'ils fassent des erreurs, même si ça peut être au prix de la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le truc que j'aime pas écrire.
En fait, quand je termine le chapitre, je me dis, allez, je change. Et puis en fait, non, c'est écrit, c'est comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Même s'il fait une connerie, il faut aller quand même jusqu'au bout. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime pas écrire. Je le fais, mais parce que c'est dans l'histoire. Okay. Ouais, ça te fait mal pour eux quand ils font n'importe quoi. Ouais, il y a plein de trucs comme ça, sans spoiler ou quoi, il y a plein de situations comme ça dans le tome 3, dans le tome 2, et il y en a encore plus dans le tome 3, et du coup, des fois je me dis, bon c'est bon, j'ai écrit 2 heures, j'en ai marre, là je vais arrêter, que ça me saoule, et puis j'y reviens après le lendemain, mais ouais. Ça se comprend. Écoute, on va passer au focus vraiment sur Résistance, et ça tombe très bien parce qu'une de nos premières questions, c'est ça t'a fait quoi de tuer un de tes personnages? Parce que moi personnellement j'étais sous le choc de la mort de Kylian, surtout que je rajoute mon petit grain personnel, mais moi j'ai une sœur jumelle. Donc là, le jumeau qui perd son autre jumeau, il le sait même pas encore, j'ai déjà peur de quand il va l'apprendre, enfin bref... Donc, est-ce que c'est quelque chose que t'es, comme tu le disais un peu avant, quelque chose d'inévitable pour le scénario, mais que t'avais pas envie d'écrire, ça t'a fait quoi ça? En fait, j'avais pas envie de l'écrire, mais pour moi, ça avait du sens. Parce que en fait Kylian au final dans le tome 2, on peut spoiler là de toute façon. Oui, là elle a dit qu'il était mort, c'est bon. Kylian dans le tome 2 c'est un peu un miroir de ce que Jay aimerait être mais qu'il n'est pas, et en fait au fond il en aurait même pas spécialement envie. En fait c'est juste qu'il voit quelqu'un en face de lui qui est serein, qui est capable d'avancer dans la vie, qui est capable de construire des choses, et du coup ça le remet en face. Lui n'est pas capable de le faire. Alors c'est censé être le personnage principal, le héros, etc. Mais en fait, lui, il n'est pas capable de faire des choses très simples que son meilleur ami qui ne se prend pas la tête fait. Et en fait, finalement, il se rend compte qu'il prend un petit peu la place de Richard, alors que Jay aurait bien aimé ressembler à son père dans certains points de vue. En fait, c'est Kylian qui, par le côté un petit peu naturel et spontané qu'il a, est capable de ne pas trop se prendre la tête et capable de construire des choses l'une après l'autre où ça fonctionne. Et je me suis dit, cette chose-là, il faut la faire évoluer, mais elle ne va pas avoir pour objectif de faire en sorte que Kylian devienne un nouveau personnage comme ça. Oui. Donc lui c'était son évolution naturelle, parce que dans le tome 1 c'est comme ça qu'il est construit. Il est câblé comme très terre à terre, on se prend pas la tête, et du coup il a ce côté pilier en fait aussi pour Jay, parce qu'en fait à la fin c'est censé être un héros mais qui a besoin de pilier partout parce qu'il est pas si fort que ça. Oui. Enfin il a une force on va dire ponctuelle, mais en fait sans les autres il avance pas. Et en fait du coup Kylian, je me suis dit ça avait du sens qu'il parte, parce que on va dire un personnage principal, un héros, à la fin de sa quête, il l'amène tout seul. Alors il y arrive ou il n'y arrive pas, ça se fera dans le tome 3 qu'il faudra voir, mais du coup, en fait, je me suis dit, à un moment, le personnage principal doit être capable de se retrouver seul face à lui-même, et de réussir ou d'échouer sans que ce soit les autres qui tiennent. Et du coup, il s'était déjà fait la tête. Wow. Voilà. Non, t'as écrit le tome 2, tu t'es dit non, ça va pas, il est trop heureux, là il a une copine, il construit une maison, il attend un enfant. Non, là ça va pas, il faut tout changer. C'est pas terminé, hein, s'il y a d'autres. Mais voilà. Oula, attention. Voilà. D'autres morts. Après, la question que je m'étais posée aussi, et qui va être travaillée sous d'autres formes dans le tome 3, c'est qu'il y a le premier tome, à la fin, c'est un tome qui est survie, qui a des moments qui sont tristes, mais pour lequel il y a quand même pas mal de moments qui sont joyeux sans gravité. Et ça, c'est Kylian, en fait, qui l'apporte, et son frère. Ils ont le côté un petit peu... on est un peu tout fou, on fait des conneries, on arrive à s'en sortir comme ça, et puis ça passe. Et sauf que du coup, je voulais qu'il y ait une augmentation de la gravité de la situation entre le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et du coup, finalement, dans le tome 2, Kylian, c'est un peu la seule lumière de légèreté qu'il y a dans le tome 2. Et en fait, je me suis dit, ça n'a pas de sens dans le tome 3 que ce soit toujours là. Parce qu'en fait, les événements sont trop graves, ils arrivent trop vite. Ça n'a plus avoir de sens, en fait, d'avoir quelqu'un qui fait une blague toutes les 10 minutes. Après tout brûle. Et donc, c'était une fin qui était naturelle, parce que finalement, lui, il voulait construire une petite vie s'il y avait, comme il y aurait eu dans le tome 1.
Sauf qu'en fait, cette vie-là, elle n'avait pas de sens dans le tome 2, il ne pouvait pas la construire parce qu'en fait, il est mort à la fin du livre, mais en fait, il serait mort 3 mois après, sinon avec sa femme, quoi. Parce qu'en fait, les événements, ils vont évoluer de façon trop grave pour que se dire que construire une petite maison et vivre avec quelqu'un, ça puisse vraiment fonctionner. Et ça, en fait, c'était un peu... je voulais qu'il termine un peu comme un idéaliste parce qu'il était comme ça, et du coup c'était un peu ça, je vais me construire un petit cocon, etc. Et en fait c'est ça qui l'a tué, c'est de se dire que vivre un petit peu de façon légère dans un monde qui était complètement hostile, ça pouvait marcher, sauf que la logique veut que ça peut pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un faux pas, et bon après c'est Jay qui lui a fait faire son faux pas, mais voilà. Ok, non mais c'est vrai que si je me rappelle bien, c'est vrai que Kylian, quand il parlait justement du moment où ils allaient arriver au dôme, merci. Lui, il était justement un peu à dire bah voilà, moi je suis ok avec. J'espère que je vais trouver un travail, que je vais trouver une copine, et puis que je vais vivre ma petite vie tranquille, quoi. Et parce que c'est vrai, on sent que Jay, il se pose beaucoup plus de questions quand même sur le monde qui l'entoure, tout ça. Donc, ça fait sens. C'est vrai que moi je suis pas non plus une grande fan des happy endings, en tout cas pas 100% happy. Donc c'était un événement, c'est un événement triste, mais je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose, quoi, et qui fait sens. Donc ouais. Oui, et puis s'il y a une happy ending, on part pas sur une trilogie, quoi. Oui, ça, c'est vrai, ça se tient. On s'arrête à la fin du premier tome en mode c'est bon, tout va bien. Oui, c'est vrai. Alors ensuite, on avait une question justement qui revient un peu plus sur ton métier principal et qui concerne les chimères qu'on peut découvrir dans le tome 2 justement. Et est-ce que on se demande si du coup ton métier a pu t'inspirer d'une quelconque façon à la créature de ces animaux un peu spéciaux, quoi? Alors oui, moi de toute façon quand j'ai écrit un peu les tomes, j'ai toujours voulu qu'il y ait une crédibilité sur la partie scientifique, c'est pour ça que pour le 1, pour construire le tome 1, j'ai lu les rapports du GIEC pour la partie climatique. En fait les chimères ça existe déjà, là ça a déjà été fait, c'est fait dans des labos de recherche qu'il y a en Chine, où ils appellent ça des chimères tissulaires, donc c'est un peu des mélanges d'animaux, et en fait il y a des publications qui ont été faites récemment, il y a 2-3 ans, sur le fait d'aller faire des singes avec des parties de cerveau d'homme. Donc ça a été fait. Et il y a un peu quelque chose dans le tome 2 aussi qui était sur les puces, en fait, qui passent. Ce qu'il faisait, c'est que les... Ça va. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Je crois que c'est parce que quand t'as commencé à parler des chimères, j'ai fait une tête. Je sais pas si c'est pour ça que tu rigoles. Non, mais c'est parce que quand t'as dit ça existe déjà, on était en mode oh. Non, mais du coup, en fait. J'ai imaginé le truc, ça fait bizarre un peu. Oui, parce que. En fait, justement, désolée avant que tu reprennes, mais juste, c'est vrai que surtout dans le tome 2, moi j'avais vraiment ressenti ce truc de. Tu vois, quand tu parles de toutes les innovations technologiques et tout, et qu'avant tu nous avais bien précisé que tout ce dont tu parles, c'est des choses qui existent déjà ou qui sont en cours d'invention, à ce moment-là tu te prends quand même un peu une claque parce que tu te dis comment ça existe, et du coup là ce que tu viens de nous dire pour les chimères, genre c'était vraiment un truc de plus, on se dit d'accord. Du coup vous pourrez regarder ça si ça vous intéresse, parce que du coup effectivement ça a été fait, je crois que ça a été fait sur des macaques. Donc il y a les premiers macaques qui ont été faits avec des capacités intellectuelles qui ont été augmentées parce qu'ils ont inséré des gènes du cerveau humain dedans, ils les ont fait se reproduire, et du coup les femelles ont mis bas, et du coup ils ont effectivement ça sur des singes qui sont présents. Si vous avez vu le film un peu La Bête des singes, c'est pas si loin. Et surtout ce qui change un petit peu maintenant la face du monde par rapport à ça, c'est que vu que ça a été modifié quand c'était des embryons, en fait c'est transmissible à la descendance. Donc ça veut dire que en fait toute l'espèce est modifiée. Et en fait, moi, c'était un petit peu ce que je voulais aussi dans le tome 2. En fait, les puces, du coup, les petits robots qui font les xénobots, en fait, elles se passent dans le placenta et ça se transmet à la descendance. Et l'objectif, c'est aussi ça, c'est de se dire, du coup, toute l'espèce est modifiée à partir où ça démarre. En fait, tout est irréversible. Il n'y a plus de changement possible. Et en fait, c'est ce qui... Voilà, ça commence à se faire maintenant en recherche, alors c'est un peu sordide. Hein. Oui, mais voilà, du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça. Ça a été publié.
Ça passe pas trop dans les infos, mais c'est des ouais, parce que j'allais dire, j'en ai absolument... On a assez de problèmes comme ça dans les infos, on n'a pas besoin de... Mais c'est vrai que j'allais dire, j'en ai absolument jamais entendu parler, alors que ça me paraît quand même être un gros truc, quoi. Enfin, c'est... Oui, bah, c'est comme quand un scénario de science-fiction, voire des films d'horreur, quoi. Hein, Oui, ou puis même, c'est comme quand... Enfin, je sais pas, mais je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait, tu sais, ce truc du fait qu'ils avaient cloné, je crois que c'était un mouton ou une chèvre, un truc comme ça. Oui. Et t'avais vraiment ce truc... ouais, voilà, c'est ça. Et t'as vraiment ce truc de waouh, dinguerie et tout. Une autre question qu'on avait, c'est si demain ou dans plusieurs années, imaginons, il y a, on va dire, une fin du monde, entre guillemets, ou un événement qui bouleverse notre planète, notre quotidien, un peu comme ce que vivent nos personnages dans la trilogie du Dôme. Est-ce que tu penses que, comme dans tes livres, il y aurait quelques personnes avides de pouvoir, comme Circé ou Jonas, qui viendraient, qui essaieraient de prendre le contrôle et qui deviendraient des dictateurs, quoi, tout simplement Oui, parce qu'en fait, c'est toujours le propre des sociétés humaines d'essayer de construire des sociétés qui sont verticales. En fait, c'est assez triste à dire, mais en fait, on n'est pas capable de vivre en horizontalité. Il y aura toujours des profils qui voudront se mettre en haut d'une pyramide et contrôler ce qui se passe autour. Je pense que c'est un peu... En fait, c'est notre espèce. Je pense que depuis qu'il y a des sociétés à peu près construites, ça s'est fait sous forme d'empire, ou empire, royauté, etc. Mais en fait, même quand on est dans des systèmes qui sont démocratiques, à la fin, il y a quand même un patron ou une patronne. Et je pense que du coup, ces choses-là, on n'en sortira pas. Et la pression qu'il peut y avoir à certains de prendre le pouvoir, elle augmente énormément en temps de crise. En fait, dès qu'il y a des temps de crise, il y a toujours des gens qui essayent de prendre le dessus, de construire des groupes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se préservent eux-mêmes. En fait, quand il y a une crise, c'est mieux d'être le patron ou la patronne que celui en dessous. En fait, on va en tirer plus de ressources, on arrivera plus facilement à se loger, à se nourrir, à boire, parce qu'on aura des gens qui vont bosser pour nous, en fait. Donc, je pense que justement, toutes les crises qu'il peut y avoir dans le monde, elles vont précipiter des comportements dictatoriaux. En fait, la démocratie, c'est quand ça va bien. Et justement, c'est quelque chose qu'on voit, même si on regarde la politique un petit peu partout dans le monde, dès qu'il y a une crise économique, tous les partis extrémistes qui ont tendance à être un peu moins démocrates montent. Donc c'est quelque chose qu'on voit, même en fait, malheureusement, je pense que le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de chute, pas de déclin, quoi. Voilà. C'est clair. Oui, parce que, une autre question qu'on voulait te poser sur ce point-là, mais du coup à laquelle tu as déjà répondu, c'est que oui, les humains, selon toi, sont clairement voués à s'organiser dans une hiérarchie verticale qui sert que les besoins et les ambitions de quelqu'un qui se place tout en haut. Et c'est vrai que ça c'est quand même... je trouve que ça nous permet vraiment de remettre en question aussi les dynamiques de pouvoir dans notre réalité à nous. Parce que, par exemple, on a lu aussi récemment le livre d'un autre auteur qui nous avait été envoyé et qui était aussi une dystopie avec une histoire un peu après-chute, un peu comme la tienne. Et c'est vrai que là-bas aussi, on retrouvait, pareil, ces dynamiques de pouvoir qui, au final, replacent toujours quelqu'un au sommet. Et en fait, ça se passe rarement bien, quoi. C'est souvent quelqu'un qui veut tout contrôler et qui se comporte plus comme un dictateur que, par exemple, justement, dans Résistance, je trouve que les deux seuls, ou même dans Résilience, les deux seuls exemples à peu près sains qu'on peut reprendre, c'est les chimères qui vivent avec Ayur, je crois qu'elle s'appelle. Donc là, on est quand même dans quelque chose de moins vertical et de moins toxique. Et puis sinon, même le fonctionnement du village au tout début, avant qu'il soit poussé à partir. Mais là encore, on voit que même si en soi, c'est pas quelque chose de vertical, il y a quand même Richard qui, du coup, est un peu le main caractère du truc, en mode c'est un peu moi le chef, quoi, même si c'est pas non plus... voilà. Oui, c'est vrai, vas-y. Et oui, du coup, cette question, je l'aime beaucoup parce que ça va être hyper intéressant, je pense. C'est que Résistance, au-delà des enjeux de pouvoir, etc., on a très bien compris que ça contenait aussi un message hyper fort sur l'éthique et sur le contrôle des populations. Et ça, perso, moi, j'ai trop kiffé. C'était grave mon délire de lire un peu ce que tu écrivais là-dessus. Et à l'heure où on voit... Peut-être, j'espère que tu auras la ref, mais à l'heure où on voit dans le métro parisien des pubs pour un collier intelligence artificielle,
Voilà. Okay. Ouais. Donc cool, comme ça on n'a pas besoin de t'expliquer. Du coup, un collier qui au final écoute en permanence les conversations de son utilisateur. Parce que l'idée c'est vraiment juste pour les gens peut-être qui regardent la vidéo et qui voient pas de quoi on parle, c'est un collier avec une intelligence artificielle intégrée et en gros elle écoute vraiment tout ce qui se passe, donc les conversations de la personne, mais aussi les interactions avec d'autres gens autour et tout. Mais attends, pardon, mais moi la question que je me pose c'est qui fait une pub de ça et c'est quoi le but là? Qui a envie d'acheter ça en sachant qu'un truc t'écoute en permanence? Les gens qui sont vraiment en mode à fond dans la tech, c'est ça. Et qui savent pas quoi faire de leur argent aussi, clairement, parce que ça coûte cher. Oui, mais parce qu'à la base ça sert à quoi? C'est pour réécouter tes conversations? Non, c'est vraiment en tout cas ils le vendent vraiment comme un ami. Genre un truc qui sera toujours avec toi, qui t'écoutera toujours. Tu m'étonnes, parce que du coup il t'enregistre en permanence. Mais donc et ça en fait, clairement moi j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec Videre, du coup l'intelligence artificielle du Dôme. Et du coup on voit que par exemple le collier IA ça devient peut-être un peu trop réel par rapport à ce que toi par exemple t'as pu écrire dans ton livre. Et du coup qu'est-ce que t'en penses de ça quoi? Alors je pense que tous les produits un peu comme ça, non seulement ils vont se développer, mais je pense qu'ils vont devenir omniprésents en fait dans nos sociétés d'ici peut-être 10 à 15 ans. Il y a plusieurs raisons pour ça. Je pense que la première raison, c'est que en fait, ça va rapporter très rapidement énormément d'argent et ça reste le nerf de la guerre pour tout, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle et l'enregistrement, actuellement, elle est vendue comme un produit pour nous qui va améliorer nos vies. Donc, comme il peut y avoir, là, il y a des lunettes qui vont pas trop tarder à sortir. C'est un peu comme les lunettes Meta qui sont faites Ray-Ban, où en fait, ils vont pouvoir, en fonction des goûts de la personne, aller proposer des pubs ou pas sur par exemple, des abribus. Si tu dis, si d'habitude, il y a une pub pour des maillots l'été, tu as dit que pour toi c'était un contenu indésirable, les lunettes vont le voir, dès que ça va arriver avant que tu le vois, elles vont te proposer une autre pub. Il y a la chose aussi où il va y avoir en surbrillance par exemple si tu aimes les fast-food, en fait quand tu vas passer dans une rue, tu auras plusieurs restos, on va te mettre plus visible une enseigne de McDo qu'un resto de poké si toi tu veux du gras quoi. Et en fait toutes ces choses là on va dire ça va t'améliorer ta vie parce que tu n'auras plus vraiment à perdre du temps à faire des choix, et en fait la contrepartie pour ça c'est que toutes ces infos là elles sont vendues. Nous par exemple sur la partie médicale on commence à avoir des intelligences artificielles qui nous proposent de faire les comptes rendus médicaux à notre place, etc. Et en fait en échange ce qui est vendu c'est toutes les informations médicales sur les animaux. Pourquoi? Parce que ça va servir derrière pour faire des données, des études, etc. Donc je pense que ça va vraiment se développer énormément. Et la contrepartie de ça, c'est qu'on va toujours vendre un gain de temps, quelque chose de pratique. Sauf que dans les faits, il y a un vieux proverbe qui dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. En fait, à la fin, ce sera pas cher et ce sera toi le produit. Typiquement, le système qu'il y a de puce dans le tome 2, comme il y a pour le collier, c'est juste que ça rentre pas dans le crâne, mais c'est la même chose. Moi, je suis prêt à parier que d'ici quelques années, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'en servir pour faire de la sécurité. Et on va vendre aux gens l'argument mais en fait, si les gens ont tous un collier, on va voir dans le métro quand ça commence à déborder, ça permettra d'appeler la police plus vite, c'est pour la sécurité de tout le monde. Et en fait, les données, elles sont vendues. Et en fait, ce qui va se passer, moi j'en suis persuadé de ce système-là, parce que c'est la même chose maintenant, il y avait ça à Londres beaucoup plus tôt et maintenant il y a ça en France, où le fait de mettre des caméras partout, on n'est plus maintenant choqué par le fait d'être filmé dans chacun de nos déplacements dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on dit mais c'est super, parce que si tu te fais piquer ton sac, on va retrouver qui l'a piqué. Mais à la fin, tu as perdu toute une partie de ta liberté. Et la seconde étape, ce sera les conversations. Et pour moi, les dernières étapes qu'il y aura, je pense, un petit peu plus tard, ce sera les sens. Ce sera de dire, en gros, en fait, si on arrive à savoir ce que t'aimes sentir, si on arrive à savoir ce que t'aimes voir, si on arrive à savoir ce que t'aimes goûter, ce que t'aimes toucher, en fait, on sera capable de te proposer un contenu personnalisé que tu vas aimer pour 19,99 par mois. Et ce sera super pour tout le monde. Et en fait, pour moi, ça peut évoluer que comme ça. Et l'autre raison pour laquelle aussi, de toute façon, l'IA va arriver partout, c'est qu'en fait, il y a des millions de milliards de dollars qui vont être investis dedans. Là, mais que ce soit Amazon, récemment, ils ont réannoncé qu'ils allaient faire 200 milliards d'investissements pour juste développer leur IA. Sauf qu'en fait, des gens qui investissent 200 milliards, derrière, ils vendent un produit. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont acheté des actions chez eux. Et donc, quand on dit oui, mais du coup, je ne vais pas te donner des actions à Noël parce que dans 5 ans, tu vas gagner plus d'argent.
ça veut dire que dans 5 ans, il faudra sortir des produits à vendre. Donc en fait, l'IA, elle va nécessairement être partout, et en fait, ça va être utilisé pour faire du contrôle, du suivi, de la personnalisation, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Moi, en fait, je l'ai décrit comme ça parce que déjà en 2019, quand je commençais à regarder un petit peu ce qui se passait sur l'IA, je me suis dit, mais c'est sûr, en fait. Ça va se passer. Il y a déjà Elon Musk qui a une entreprise pour mettre des puces dans le crâne des gens. Alors, à l'heure actuelle, c'est pour essayer de faire remarcher des tétraplégiques parce qu'il faut bien un truc stylé, entre guillemets, et qui met du bon côté, qui donne un good washing un petit peu, où on se dit c'est vraiment super ce projet. Mais en fait, l'objectif d'un mec qui est multimilliardaire, c'est pas de faire marcher des tétraplégiques, c'est de gagner de l'argent. Donc ce système-là, il a été tendu, et du coup, en fait, je pense que le système de puces qu'il y a là, pour moi, il n'est pas du tout si irréel. Bah, c'est clair. Donc c'est un peu tordide, mais je pense qu'on va pas le couper, parce que ce sera forcément vendu d'une manière qui fait que t'inquiète, en fait, dans ta vie, on va t'amener tout ce que tu veux à n'importe quel moment, donc c'est top, donc il faut que t'achètes. Ouais, mais surtout ce que tu disais par rapport aux caméras, moi ça m'a vraiment fait penser au JO de Paris. Du coup, il y avait eu la demande d'accepter la reconnaissance faciale pour un enjeu de sécurité. Et du coup, ça veut dire que toutes les personnes qui ont dit oui à ça, bah maintenant elles ont leur visage vraiment dans cette base de données. Et du coup, bah, là, ça ouvre carrément la porte à la surveillance par reconnaissance faciale. Et ça, on se rend pas compte, mais c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Ouais, mais je pense que de toute façon, dans 20 ans, en fait, même pas, en fait, on l'aura tous accepté. Oui, parce qu'en fait, on n'aura pas eu trop le choix. Et au final, il y aura marqué ville sous vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. Comme là, des fois, il y a marqué structure sous vidéosurveillance. Et on dira, le mec qui est dans son commerce, c'est pour se protéger quand il y a des cambriolages. La personne dans la rue, c'est pour pas se faire agresser. Le mec dans son resto, c'est pour voir si les gens mangent bien. En fait, on les trouvera tous une utilisation. Et donc, à la fin, ce sera partout. C'est ça, mais t'as raison sur le point, faire passer ça pour de la sécurité, parce que moi j'avais été il y a quelques années en Chine et je sais pas si tu vois un peu l'état actuel de la société là-bas, mais globalement pour les caméras il y en a vraiment 10 par poteau, c'est hyper impressionnant. Et moi quand j'y étais c'était dans le cadre d'un voyage scolaire et du coup j'avais une correspondante chinoise. Et je lui avais demandé, parce que nous on avait quand même vachement étudié ça en classe, comment les Chinois sont surveillés, les systèmes de crédit social qu'ils ont, qui perdent des points quand ils font des mauvaises actions, etc. Et je lui avais demandé, mais est-ce que t'es pas gêné qu'il y ait tout le temps ces caméras partout, que le gouvernement, les gens qui regardent ces caméras puissent savoir ce que tu fais tout le temps, juste que ton nom, apparaît à côté de ton visage aux yeux de tous, tout le monde peut savoir qui tu es, quoi. Je lui ai demandé, ça te dérange pas? Et elle m'avait dit, non, parce que du coup je me sens en sécurité, que du coup ils se sentent plus en sécurité, donc ça leur va. Et puis de toute façon ça fait partie, il y a des critères qui sont assez précis maintenant c'est ce qui avait été fait en URSS à la base, ça a été un peu les premiers à vraiment théoriser le totalitarisme. En fait il y a des étapes à faire pour ça. Il y a la surveillance constante, c'est obligatoire, on ne peut pas contrôler les gens si on ne les surveille pas. Il y a la duplicité où on fait croire qu'on fait quelque chose pour quelque chose et on fait autre, les suppressions un peu silencieuses, etc. Il y a plein de facteurs. Mais de toute façon, après le crédit social chinois, donc le fait d'aller attribuer des bons points aux citoyens, on verra, ils peuvent prendre l'avion ou pas, avoir un bon boulot ou pas. En fait, c'est juste la suite directe du fait d'avoir mis des caméras partout. En fait, une fois qu'on a mis des caméras partout pour surveiller, il faut arriver à donner une carotte aux gens pour qu'on n'ait plus besoin de les sanctionner. Donc la carotte, c'est le crédit. Et en fait, du coup, ça permet de donner une note. En fait, c'est de l'infantilisation primaire. On donne une note à quelqu'un pour dire que tu es un bon citoyen, un mauvais citoyen, comme tu es un bon élève ou tu es un mauvais élève. Ça marche quand on a 8 ans, quoi. Mais en fait, à 40 ans, aller dire à quelqu'un que tu es un bon citoyen chinois, s'il n'y a pas de carotte derrière, s'il n'y a pas d'interdiction et s'il n'y a pas de surveillance, ça ne marche pas. Et du coup, c'est ce qu'ils ont mis en place en Chine, mais bon, après maintenant, c'est une dictature et c'est un peu foutu pour un petit moment. Mais oui, et je pense que c'est un peu ce qu'il y a aussi dans Résistance. Il y a une monnaie, justement, qui est un peu le principe du crédit social chinois. C'est, en fait, on t'attribue le droit ou pas de manger en fonction de si tu te comportes bien. Et les Chinois, ils n'en sont pas là pour l'alimentation, mais ils en sont là, par exemple, pour le fait d'avoir le droit de partir en vacances ou pas et de quitter le territoire. Donc, il y a quand même une notion d'enfermement. Oui, malheureusement, je pense que c'est un peu pour ça que j'aime bien la SF, c'est qu'en fait, souvent, c'est un reflet de choses qui commencent à se passer quelque part et qui doivent nous alerter. En fait, la science-fiction, c'est hyper politique. Et c'est ça que j'aime bien aussi dedans, c'est que ça nous fait tout le temps réfléchir sur nos sociétés. Oui, clairement.
Mais moi, ce que je pensais aussi par rapport à ce que tu disais avec ta correspondante, c'est que je pense le fait qu'ils acceptent, en l'occurrence elle, bien la chose, c'est que aussi je pense qu'elle a toujours baigné dedans et que du coup en fait elle se rend même pas compte que c'est pas normal. Et ça, je trouve que ça renvoie carrément à, parce qu'on avait fait un épisode sur 1984 de George Orwell. Et ça renvoie carrément à ce truc, par exemple avec la novlangue, de dire voilà, on va totalement remplacer les choses et comme ça les générations futures n'auront vécu que ça et trouveront que c'est normal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Oui, non, pour elle, c'était tu rentres au lycée par reconnaissance faciale, c'est normal, tout va bien. Tu rentres dans un centre commercial par reconnaissance faciale, dans ton immeuble par reconnaissance faciale, tout va bien, c'est normal. Mais on touche du bois pour notre société à nous. Hein. Écoute, on va repasser sur un petit jeu qui sera le jeu de fin. Cette partie, on l'appelait Mathieu en 1 minute chrono. On va te poser le plus de questions possible en 1 minute, mais c'est des questions où la réponse soit par oui, soit par non. Et au bout d'1 minute, on coupe. Voilà, tout simplement. Allez, ça marche. Je suis prêt. On te fait un petit 3, 2, 1 comme ça. Allez, ça marche. Tu poses la première question ? Vas-y. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y aura un autre projet après la trilogie du Dôme ? Oui. Ok. Est-ce que tu prévois d'écrire autre chose qu'une nouvelle dystopie ? Oui. Ok. Si oui, donc, est-ce que tu envisages de passer par une maison d'édition cette fois-ci ? Bon, là, t'as un petit peu déjà répondu, donc ouais. Pourquoi pas ? On peut dire ça. Alors ça, c'est une question, si jamais tu n'es pas à l'aise avec, t'es pas obligé de répondre, enfin tu peux dire passe. Est-ce que ton activité d'auteur t'a plus rapporté que ce qu'elle ne t'a coûté ? Non, là je suis encore en... Pas du tout. Là je suis en phase de me faire connaître, donc non. Ok. Est-ce que, bon ça t'avais déjà un peu répondu aussi, mais est-ce que t'as prévu une nouvelle expédition d'alpinisme ? Oui, là du coup, Maroc, l'ascension du Mont Toubkal, une partie d'Atlas, le 21 mars. Ok. Est-ce que tu vises une traduction de ton livre dans une ou plusieurs autres langues ? Oui. Et si on te proposait un jour d'adapter la trilogie du Dôme au cinéma, tu réponds quoi ? Je réponds oui. Ok, franchement, j'aimerais bien voir ça moi personnellement un jour, ça serait cool. Les 1 minute sont passées, mais on a 2 questions. On a 2 dernières questions, est-ce qu'on se les pose quand même ? Est-ce qu'on triche un petit peu et on se les pose quand même ? Oui, parce qu'on a envie de savoir en fait. Oui, on a envie de savoir. Alors, une des dernières, c'est est-ce que tu comptes participer à un festival littéraire ou un autre événement dans le style ? Alors oui, mais je me suis pas encore renseigné, donc je suis à la bourre là-dessus, mais oui, j'aimerais bien, pour le fait de rencontrer des lecteurs aussi, c'est surtout ça. Ok, la dernière question, justement on en parlera un tout petit peu plus après. Après avoir lancé le concept de boîte à livres, justement pour faire voyager tes 2 premiers tomes, est-ce que tu as d'autres projets de ce type en tête pour mettre en avant tes livres ? C'est pas tant à la base pour mettre en avant les livres, le tome 1, c'est plus... j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu social avec le livre et de créer du lien, donc l'opération boîte à livres, donc ça prend beaucoup d'ampleur, je suis un petit peu débordé, mais le fait de faire voyager les livres partout dans le monde et d'avoir des gens qui passent de main en main, c'était pas tant pour faire connaître le livre, c'est juste que je me suis dit... ça va peut-être apporter quelque chose de positif aux gens. Enfin, l'objectif n'est pas de générer des ventes, entre guillemets, c'est juste de dire, moi, je pense que mon histoire, elle peut parler à pas mal de monde. Et là, du coup, ça se trouve plutôt bien parce que j'ai des gens de 75 ans qui ont lu le livre et qui me disent que c'est trop bien. Donc, je suis content que ça puisse toucher tout le monde. Et après, il y a le côté aussi de vouloir fournir des livres dans les services d'hospitalisation longue durée. Okay. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait un peu à cœur parce que je me suis dit que quand on est des fois hospitalisé 2 mois, 3 mois, en fait, ça peut être pas mal d'avoir un bouquin à lire. Donc ça, je vais essayer de développer à mort le projet. Là-dessus, c'est vraiment un des objectifs de l'année, Justement, j'ai ici le petit résilience du coup, avec plein de post-it. Donc voilà, vu qu'on avait reçu tes 2 tomes, on en a un chacune. Oui, et du coup, on se demandait justement si on pouvait peut-être nous aussi mettre un des 2 ou les 2 dans une boîte à livres. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu veux bien, parce que je me dis peut-être les gens qui vont regarder la vidéo n'ont pas tous vu passer ça, est-ce que tu peux réexpliquer juste comment ça fonctionne
Bien sûr. Alors, en fait, le concept à la base, là, pour le premier mois, ce qu'on a fait, c'est que moi, je l'ai proposé à des volontaires de rentrer donc, dans l'opération boîte à livres. En fait, ils sont d'accord pour lire le livre dans le mois qui suit la réception. Donc, c'est moi qui leur envoie. Ils le lisent dans le mois et après, ils glissent une lettre explicative dans le livre pour la personne d'après qui lira dans la boîte à livres. Ils le déposent dans une boîte à livres. Ils me disent l'adresse pour que moi, je puisse la référencer sur le Google Maps sur mon profil. Comme ça, les gens savent où se trouve le livre et où est-ce qu'il a été déposé. Et en fait, la lettre dans le livre, elle explique à la personne qui ne connaît pas l'opération boîte à livres et qui va le trouver dans quoi elle est lancée. Et ce qu'on lui propose, c'est de lire à son tour le livre, de remettre la lettre dedans et de le faire passer. Le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent profiter de ça sans avoir forcément à acheter le livre. Donc le principe c'est ça, c'est un truc qui est mondial. Alors ça j'ai encore fait des envois il y a quelques temps là au Canada. Donc là ça commence à être un petit peu partout. Le but là c'est le but affiché, c'est de faire la plus grande chaîne de livres au monde. Okay. Et c'est en train d'avancer, il y a de plus en plus de volontaires, donc c'est pas mal, c'est des choses qui n'ont pas encore été fait et je veux que ça va être vraiment partout. Là, j'aimerais bien trouver des gens aussi pour la partie Afrique francophone, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'aimerais bien trouver, parce que pour les livraisons Amazon, ils ne livrent pas en Afrique francophone. Donc je trouve des gens qui derrière ont de la famille ou quoi et peuvent envoyer. Quoi. Ok. Et du coup, tu vises un World Guinness Record ou... Alors, moi je me dis, tant qu'il y a des gens à qui ça va parler, qui vont apprécier ça, faut faire pousser le projet. Et après, l'autre chose aussi qu'il y a, c'est que là, pour l'instant, sur l'opération, je pense qu'on va être 200, 250, peut-être 250 bientôt là. Sur un mois, ça fait déjà beaucoup. Et en fait, moi, j'ai envie de développer toute la partie sur l'hospitalisation. Et du coup, ce que je propose aux gens maintenant, c'est qu'il y en a qui veulent commander des livres et rentrer dans l'opération. Moi, ce à quoi je m'engage, c'est que pour chaque livre qui est acheté par quelqu'un suite au poste, moi, j'en envoie un en service d'hospitalisation. Donc, cette partie-là, du coup, reste à mes frais. Et après, les gens, comme ça, ils aident à faire découvrir le livre. Tous les premiers exemplaires, c'est moi qui les ai envoyés gratuitement aux gens. Et là, maintenant, le but, c'est de faire un win-win où il y a une personne qui lit, elle le dépose dans la boîte. Et moi, du coup, derrière, dès qu'elle m'a dit c'est bon, j'ai déposé le livre dans telle boîte, moi, je trouve un service d'hospitalisation qui a une boîte à livres. Et en fait, j'envoie les livres ou je trouve quelqu'un qui habite à côté et qui peut aller envoyer. Ok. Voilà. Franchement, et le but, c'est de faire du lien en fait entre les gens parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous manque un peu. Et je trouve que la lecture, elle est sympa. L'idée de lettre, elle est vraiment sympa. Ça rajoute un truc en plus. Donc j'espère que ça va marcher et voilà, toutes les personnes qui veulent en parler sont bienvenues. Trop bien. Écoute, nous ça nous chauffe grave de participer, de déposer soit résidence, soit résistance, parce que ça peut être les deux, du coup, c'est ça? Moi, là, à l'heure actuelle, c'est plus logique de déposer le 1, parce qu'en fait, le 2, s'il est tout seul dans une boîte à livres, il y a des chances que la personne dise « Ok, c'est un tome 2, je veux pas le lire ». Donc là, pour l'instant, on va rester sur le tome 1. Ouais, sinon, là, une question qui m'est venue, c'est t'as combien de pays, là, à ton actif dans ta boîte à livres ou de régions? Alors là, on en avait 6. Waouh. Il y avait 6 pays. Là, il y a Nouvelle-Zélande, en France, évidemment. France, Nouvelle-Zélande, Canada, Belgique, Suisse, Luxembourg. J'ai quelqu'un qui m'a contacté en Australie, qui veut recevoir le livre et qui est dans un truc, en fait, dans une communauté francophone où derrière, il y a des auberges de jeunesse avec des boîtes à livres qui peuvent être déposées pour les Français qui passeraient. Ça, après, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de lui envoyer, je sais plus si c'est Norvège ou Suède, mais voilà, là, et en fait, après tout ce qui est Dom-Tom et tout, j'ai envoyé aussi. Donc voilà, le but c'est que ça aille partout, en fait, où il y aura des gens qui parlent français. Ok. Bah nous en vrai on pourrait le déposer parce qu'en fait on a la frontière de l'Allemagne vraiment juste à côté de chez nous. Ouais. Et du coup ça parle beaucoup français là-bas parce que c'est en la frontière, donc on pourrait grave le déposer en Allemagne. Oui, franchement. Avec plaisir. Si une ville à côté, je sais pas du coup comment ça fonctionne pour les boîtes à livres. Est-ce que nous on en trouve une, on te donne l'adresse et après tu la rajoutes, c'est ça? Ok. C'est ça. Ok. Bah écoute, on va se renseigner, on va chercher là, à la frontière à quelle s'il y a pas une petite boîte à livres au centre-ville ou quelque part et quand on trouvera ça, on te donnera l'info. Parfait, super, avec plaisir. Trop bien. Ok, bon bah voilà, on en a fini pour cette interview, donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire ça. Merci à vous de m'avoir invité, c'est super, merci beaucoup. Et je sais pas si t'as
quelque chose à dire, un message à faire passer, un truc que tu voudrais rajouter Moi, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est vous remercier, vous, encore, parce que je pense qu'on est... la lecture, ça apporte quand même énormément, je pense, aux gens qui l'apprécient. Et je pense qu'il y a des gens qui ne lisent pas et qui n'imaginent pas à quel point ça peut faire du bien, des fois, de lire et de découvrir des choses. Je vous l'ai dit dans le premier podcast, mais c'est un peu grâce à des gens comme vous aussi que la lecture, elle pousse, qu'il y a des gens qui découvrent des œuvres ou juste qui entendent parler de livres et qui se disent « Tiens, j'aimerais bien me mettre à lire ». Et je pense que c'est hyper important d'avoir des gens qui font ça. Alors moi, je le fais à mon échelle en écrivant. Et vous, le fait que vous parlez de plein de sujets qui concernent le milieu littéraire, je pense que ça fait beaucoup de bien. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a un peu la même mission sur cette donnée envie de lire. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, pour l'interview. Enfin, c'était vraiment super sympa. Merci d'avoir accepté d'être un peu notre test pour ce format-là. Avec plaisir. Cool, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée et encore merci. Et du coup, à bientôt. On se tient au courant pour avril. À bientôt. Merci. Salut. Bonne soirée. Écoutez, c'est la fin de cette première interview entre les lignes avec Mathieu Lemaître. On espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez kiffé le format. Et surtout, vraiment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît déjà, s'il y a des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, si vous trouvez le concept cool. En tout cas, on espère que oui, et que vous avez pu un peu découvrir Mathieu et ses livres, en savoir un peu plus sur son univers, tout ça, que vous l'avez bien apprécié, parce que nous, on l'apprécie aussi. Ouais. En tout cas, voilà, si vous le connaissiez pas du tout, on espère que ça vous a fait découvrir un auteur que vous pourrez lire par la suite. On vous le recommande. Oui. Et si vous le connaissez déjà, on espère que vous avez pu en apprendre un peu plus. Et du coup, pour la prochaine fois, prochain épisode d'Entre les lignes, on va recevoir Xavier Goubin, qui est du coup l'auteur d'Un gouffre à l'autre, un livre qu'il nous a envoyé, qu'on a lu et dont on a déjà fait un épisode de podcast. Oui. Donc je pense que c'est le bon moment pour vous dire d'aller écouter le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, donc Book Therapy Club. Oui, si ce n'est pas déjà fait, oui. Et surtout que là sur YouTube, on est en train de poster tous nos épisodes, sauf qu'on en a déjà fait pas mal, et donc c'est un petit peu long de tout remettre. Donc là par exemple, celui de Xavier Goubin, il y sera pas tout de suite le temps qu'on publie tout, d'où l'intérêt d'aller sur les autres plateformes d'écoute. Exactement. Et là tu peux dire pour les réseaux sociaux. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, @booktherapy.club. Très important, le point. Et notre podcast Book Therapy Club qui est sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et d'autres trucs un peu plus niches. Et d'autres trucs un peu plus inutiles que personne ne calcule. Voilà. Mais on y est quand même au cas où. Voilà. Retrouvez-nous aussi là-bas, envoyez-moi un petit message si vous voulez nous dire quelque chose, bref. Et nous, en attendant, on vous fait des gros bisous. Ouais, et on se dit à bientôt pour une nouvelle interview de notre nouveau format Entre les lignes.